Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons consacrer aujourd'hui le zoom de la fiscalité aux BIC non professionnels. Alors, il faut d'abord rappeler ce que sont ces BIC non professionnels avant de voir la jurisprudence récente en la matière. Alors, c'est une notion qui remonte déjà à 1996 et qui avait pour but à l'époque d'éviter des imputations de déficit, disons entre guillemets, un peu abusives. Alors, je m'explique, n'est-ce pas? Quand on est un BIC, quand on est en déficit, le déficit s'impute sur le revenu global. Et par conséquent, bien sûr, ça fait faire une économie d'impôts. Or, dans les années 90, à l'époque, donc, se sont développés les investissements outre-mer, parce qu'il y avait déjà, ça existe encore, il y avait des dispositifs très particuliers d'incitation des investissements outre-mer. Bref, si vous voulez, le montage assez classique, c'était que quelqu'un achetait un hôtel au départ d'un hôtel outre-mer, bénéficiait des dispositions qui étaient prévues à l'époque, ce qu'on appelait la loi Pons à l'époque, il générait un déficit, alors un déficit fiscal, et il l'imputait sur le revenu global, ce qui leur faisait faire évidemment une économie d'impôts assez considérable parfois. Par conséquent, en 1996, le législateur, la loi, a décidé de distinguer les BIC professionnels, pour lesquels le déficit pouvait donc s'imputer sur le revenu global, et de distinguer des déficits non professionnels, c'est-à-dire des BIC non professionnels. Alors, pour les BIC non professionnels, on disait, le déficit ne s'imputera pas sur le revenu global, il s'imputera sur les autres BIC non professionnels du contribuable, pour une période de 6 ans. Alors, vous voyez quel était évidemment ici le but recherché. La plupart de ces contribuables qui avaient investi outre-mer, par exemple, je ne sais pas moi, un dentiste, un médecin, voire un professeur, pourquoi pas, eh bien, ceux-là, ils n'étaient pas professionnels, naturellement. Et par conséquent, dans ce cas, on leur disait, le déficit, vous ne pouvez l'imputer que sur vos autres BIC non professionnels. Ah ben oui, mais d'autres BIC non professionnels, en fait, je n'en ai pas. La période, non, c'était ça. Bon, donc, le déficit est perdu. Ben voilà, c'était ça le but recherché. Dès lors, la question était de savoir quelle est la définition de ce BIC non professionnel par rapport au BIC professionnel. Alors c'est là que, c'est l'article 156 du Code général des impôts, qui nous donne cette définition. Pour être un BIC professionnel, il faut une participation personnelle, continue et directe d'un membre du foyer fiscal à l'activité. Et c'est donc ça, cette trilogie, vous voyez, participation personnelle, continue, directe, cette trilogie qu'il faut donc appliquer pour l'imputation du déficit dans les conditions que je vous ai indiquées. Alors il se trouve que le Conseil d'État, assez curieusement, depuis 1996, n'avait jamais eu l'occasion de se prononcer là-dessus. Comme l'a dit le rapporteur public, vous verrez dans le document, je vous l'ai mis, la jurisprudence était vierge en la matière. Alors, il se trouve qu'ils ont eu l'occasion d'apporter quelques précisions, et des précisions, mon Dieu, fort intéressantes, parce qu'elles ont des conséquences pratiques non négligeables. Alors, les faits. Or, les faits étaient très simples. Alors, évidemment, on était loin, très loin des investissements outre-mer dont je vous parlais. Car, en effet, vous savez, c'est ça, les réformes fiscales. On fait une réforme dans un but précis, et puis après, le dispositif s'applique dans des cas qui, à l'époque, n'étaient pas du tout prévus. Alors, quels étaient les faits? Encore une fois, très simples. C'était un contribuable qui était l'associé unique d'une URL, et cette URL exploitait une agence immobilière. Et donc là, il avait un déficit qu'il voulait imputer sur le revenu global, et l'administration lui avait refusé en disant non, puisque vous n'êtes pas un BIC professionnel, vous ne pouvez pas l'imputer sur le revenu global, mais uniquement sur vos autres revenus de bénéfices non professionnels. Et alors là, le Conseil d'État était amené donc à apporter quelques précisions. Alors voilà la double précision qui a été apportée, puisque finalement, je vous dis tout de suite, le contribuable il a perdu. Alors la première précision, c'est que donc, je vous le dis, il exploitait une agence immobilière, mais il résultait du dossier qu'en réalité, dans cette agence immobilière, il gérait essentiellement le personnel. Il était au fond un peu le directeur du personnel, dirons-nous, mais semble-t-il, dans le dossier, on voyait bien qu'il ne s'occupait pas de la gestion comptable financière. Et donc là, l'administration disait, voilà, vous n'êtes pas professionnel puisque vous ne vous occupez pas de la gestion comptable financière, vous vous occupez uniquement du personnel. Alors c'est là que le Conseil d'État apporte une précision, et cette précision en pratique, pour être évidemment très utile, dit
Non, le texte n'exige pas une participation totale. Il peut y avoir une participation partielle. Et donc, sur ce point précis, vous voyez, le Conseil d'État donne raison aux contribuables. Et encore une fois, en pratique, ça pourrait être quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que vous pouvez avoir quelqu'un qui participe uniquement à certains aspects de la gestion et pas à tout. D'abord, il y a eu la deuxième question, et c'est là que le contribuable a eu tort. Alors, je vous rappelle que la trilogie participation personnelle, continue et directe. Alors là, dans le dossier, il s'avérait que la participation de ce monsieur, donc, à la gestion, n'était pas continue, n'est-ce pas? Il semblait bien dans le dossier que finalement il intervenait de manière relativement temporaire, mais il n'intervenait pas, encore une fois, de manière continue. Et c'est donc là que le Conseil d'État dit, bon, la participation peut être partielle, d'accord, mais, et là le texte évidemment l'exige expressément, il faut qu'elle soit continue. Et par conséquent, puisqu'il n'a pas pu apporter la preuve de sa participation continue, eh bien, on ne peut pas dire qu'il était BIC professionnel, il était donc BIC non professionnel, et par conséquent, son déficit ne pouvait pas s'imputer sur le revenu global, il ne pouvait l'imputer que sur ses autres BIC non professionnels, comme il n'en avait pas, bien sûr, en fait, le déficit était perdu. Alors voilà cette précision. Je voudrais ajouter, pour terminer, quand même un tout petit point. Je parlais des BIC non professionnels, d'accord? À l'intérieur, si vous voulez, de cette catégorie des BIC non professionnels, il y a un cas particulier, qui est d'ailleurs prévu expressément dans l'article du Code général des impôts, l'article 156, c'est le cas des loueurs en meublé. Alors, les loueurs en meublé, vous savez qu'il y en a deux catégories également. Ils sont des BIC, les loueurs en meublé. Il y en a deux catégories. Il y a les loueurs en meublé professionnels et les loueurs en meublé non professionnels. Seulement, là, les critères de distinction entre loueurs meublés professionnels et non professionnels sont différents, n'est-ce pas? Alors, les critères sont au nombre de deux actuellement, depuis une décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraire à la Constitution une des conditions, donc il reste deux conditions en fait. Pour être loueur en meublé professionnel, il faut avoir des recettes qui dépassent 23 000 euros, et il faut, c'est la condition essentielle, il faut que ces recettes dépassent le revenu net des autres revenus professionnels du foyer fiscal. Alors dans ce cas, si on est le loueur en meublé non professionnel, ce qui, compte tenu des conditions que je viens de vous rappeler, est le cas de l'immense majorité des loueurs en meublé. Actuellement, la grande majorité des loueurs en meublé sont des loueurs en meublé non professionnels du point de vue fiscal. Alors dans ces conditions, leur déficit, là non plus, ne peut pas s'imputer sur le revenu global, il ne peut s'imputer que sur les autres bénéfices de loueurs en meublé non professionnels, alors sur une période de 10 ans. Alors que pour le BIC non professionnel général, l'imputation se fait sur une période de 6 ans. Donc, il y a une petite différence ici. Donc voilà, vous voyez cette distinction importante entre les BIC professionnels et non professionnels, c'est l'intérêt essentiel, c'est, vous l'avez compris, l'imputation du déficit. Et puis, il faut rappeler, parce qu'en pratique, c'est évidemment fort important, la question des loueurs en meublé qui, eux, suivent un régime qui est tout à fait distinct, un régime autonome en quelque sorte. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom de la fiscalité sur Contalia. Au revoir.